i giovanotti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristà, un sogno cittadella con voli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Je remercie ici publiquement Jean Castella de m'avoir invité à faire cette conférence parce que, à ma foi, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de conférence. Je n'ai pas beaucoup hésité quand sa requête est arrivée. Et d'autre part aussi parce que je dispose d'un stock de produits de recherche qui sont, ma foi, fort intéressants et que j'espère que vous trouverez aussi intéressants à la fin de cet exposé, évidemment. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'enseignement, je l'ai effectué en université dans le temps. J'ai une formation universitaire, disons, un peu, comment dire, qui est allée relativement vite. Et en l'occurrence, entre le latin, l'histoire, l'archéologie et l'histoire de l'Antiquité, ma foi, j'ai eu le temps d'étudier pas mal. J'ai même obtenu un doctorat en chemin, ça se fait. Et il traitait précisément de la Corse. Il traitait des inscriptions grecques et latines de la Corse. Il n'est pas encore publié, mais j'essaime dans diverses revues toute une série de petits cailloux à la petite poussée. Vous devriez pouvoir me retrouver facilement. Même si, bon, François Michel, c'est un nom qui est un peu, comment dire, un peu passe-partout. Il y en a beaucoup dans l'annuaire, François étant le prénom et Michel le nom. Mais quand on a un maître qui s'appelle Robert Étienne, ou un autre qui s'appelle Pascal Arnaud, on peut effectivement se dire, bah, tant qu'à faire, hein, après tout, on est à l'ombre de grandes personnes. Oui, l'enseignement en faculté, oui, ça je l'ai fait et je l'ai assumé depuis la monarchie romaine, j'allais dire jusqu'à vendredi prochain, mais c'est pas tout à fait ça, au moins jusqu'en 476, jusqu'à la chute de l'Empire. Et à Bordeaux, nous avons une spécialité, je suis de l'université de Bordeaux, une spécialité d'épigraphie. Outre Robert Étienne, vous entendrez peut-être parler de Louis Morin, de Jean-Pierre Bost, d'Alain Bresson qui a réalisé un programme informatique pour le catalogage des inscriptions grecques et latines. Un système informatique qui est en concurrence directe avec celui de Rome, ce qui est une grande fierté. Bon. Et évidemment, nous avons fait une série de publications épigraphiques. En l'occurrence, à commencer par... Oui, ça va, ça se voit bien là. Les inscriptions latines d'Aquitaine constituent toute une série. Vous vous souvenez certainement que la Grande Aquitaine, hein, elle va de Nantes à Lyon, hein, ou à peu près, et arrive à hauteur de Toulouse. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Ici, vous avez Bordeaux et les Pétrocors. Les Pétrocors, c'est ma cité, puisque je suis de Périgueux. Mais Bordeaux, hein, est un volume qui ressemble 350 et quelques textes et qui ont été extrêmement bien traités. D'autres ouvrages qu'on a pu publier à Bordeaux, ce sont les inscriptions grecques et latines de Novae, c'est-à-dire une ville qui se trouve sur le Danube. Hein, on est en Mésie, ici, en Mésie inférieure, où on a travaillé en Afrique aussi, à Douga notamment. Et à l'heure actuelle, même la valorisation du site de Douga s'exerce par rapport à ces textes qui sont marqués, qu'on a en projet de marquer d'un QR code. Mon collègue, ami et vieux frère, si on peut dire, Samira Onalla, on a fait notre thèse en même temps et qui est l'un des conservateurs du patrimoine là-bas, s'est attelé à la tâche, et largement. Donc, ce doctorat sur les inscriptions antiques de la Corse m'a amené à des séjours prolongés en Corse, dans les musées. Hein. À l'époque, c'était plutôt le dépôt de Marianne. Je vais découvrir le musée un de ces jours. Et dans le musée d'Aléria aussi, où j'ai pas mal travaillé. Et au-delà du doctorat, hein, on m'a confié la publication de la carte archéologique de la Corse, qui devait initialement être terminée par Dominique Pascolacci et qui a été effectivement, en l'occurrence, en binôme avec moi pour la terminer.
Le paradoxe, si vous voulez, c'est que derrière, eh bien, j'ai continué à travailler de manière très indépendante, mais que j'ai pas été... je suis l'équivalent du titre de prof, mais l'ennui, c'est que j'ai pas été recruté. Et que, en revanche, je travaillais dans le tourisme depuis déjà longtemps. Comme guide conférencier, j'ai obtenu mon diplôme en 2008, mais je travaillais déjà avant. Pour le tourisme. Et donc, à l'heure actuelle, eh bien, c'est le guide conférencier qui maintient le scientifique. Mais au demeurant, c'est quelque chose qui marche, je peux vous le dire, et qui marche même plutôt bien, parce que quand on travaille comme guide conférencier, eh bien, on a des périodes de très grande activité et des périodes mortes. Eh bien, elles ne sont jamais mortes. C'est un petit peu comme, si on peut dire, les enseignants qui sont vilipendés parce qu'ils ont des vacances. Mais ces vacances qu'on leur reproche, eh bien, elles servent à préparer des cours, elles servent à effectivement travailler et autres. Et à tout prendre, eh bien, je peux vous dire que mes périodes... disons creuses, sont loin d'être creuses. En particulier quand on va à l'école française de Rome, quand on va étudier effectivement l'archéologie sur le terrain, il est assez clair dans tous les cas qu'on fait avancer énormément la connaissance. Donc j'ai un maintien effectivement de cette unité scientifique, de cette idée scientifique. Et récemment, eh bien, on m'avait demandé de participer à ce fameux PCR que vous voyez là. C'est très lisible en plus, parfait. PCR, pardon pour cet acronyme barbare, c'est le projet collectif de recherche qui avait été lancé sur Aléria et sa région, et qui aboutit en fait par la publication de cet ouvrage, à l'intérieur duquel on a une série de mises au point qui sont très intéressantes. Donc, effectivement, ma foi, on travaille scientifiquement, on travaille comme guide conférencier, c'est clair, avec un travail soit salarié, soit alors comme auto-entrepreneur. On peut même avoir les deux statuts, je l'apprends à qui peut être intéressé par la chose. Et ça permet, entre autres aussi, accessoirement, de travailler en Italie, sous les deux régimes. Alors, sachez qu'en Italie, quand même, il faut avoir une équivalence qui se demande au ministère du Tourisme une fois que vous avez votre carte de guide conférencier. Et je ne devrais pas le dire, mais vous allez courir en Italie et vous serez content. On manque de guides conférenciers francophones en Italie. Pour la bonne et simple raison qu'ici, les gouvernements, pendant le Covid, ont assumé une bonne partie du salaire. Enfin, du salaire, pas exactement. Disons, ils ont indemnisé ceux qui étaient en auto-entrepreneur, par exemple, alors qu'en Italie, ils ont eu 600 balles pour toute la durée. Autant dire qu'ils se sont tous recyclés. Et autant dire qu'en avril, j'ai travaillé en Italie sacrément. Alors, bon, voilà le pédigré de la bête, désolé. Et sachez qu'en plus, il m'est arrivé non seulement de travailler ici, mais d'avoir des directions de fouilles, notamment en 2013, avec Marine Lechenot, on a ouvert un chantier à Méria, dans le Cap, et on l'a effectivement fermé en 2017, si mes souvenirs sont exacts, mais c'est quelque chose qui est un peu loin maintenant. Alors, le travail scientifique est une chose, et il faut se dire aussi bien qu'on doit effectivement faire de la divulgation. Mais disons que la première des choses, c'est d'avoir effectivement des racines qui sont profondes. En l'occurrence, un bon travail, si je puis dire, de documentation est absolument nécessaire. En l'occurrence, le livre, disons, le plus ferré sur la chose dorénavant, c'est Raimondo Zucca, qui a créé la Corsica Romana à partir des cours qu'il donnait à l'université de Sassari, mais il est sorti en 96. Et Zucca est quelqu'un de charmant, c'est un vieux copain, et à l'époque, il avait relevé 65 textes en parlant d'épigraphie, c'est-à-dire d'inscription sur pierre. Il avait relevé 65 textes. Sachez que le doctorat que j'ai pu réaliser en comprend 250. Il y avait, comme qui dirait, peut-être quelque chose à chercher, et lui l'avait fait pour son habilitation de prof, et il l'a eu tranquillement, et je suis bien content qu'il soit prof, parce que c'est un type bien. Donc, il faut aller chercher les bonnes sources, vérifier les informations. Vous en avez ici qui ne sont pas, ma foi, inconnues, je suppose.
entre l'ouvrage d'Olivier Géas sur Corsica Classica, l'ouvrage de Gisèle Mathieu Castellani. Bon, il faut effectivement les regarder, les parcourir. Hein, je me reprends comme prof. Je vous demande pas de les lire, hein, ça serait exagéré. Mais les parcourir, ce n'est déjà pas si mal. Et surtout, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les confronter, c'est-à-dire systématiquement, eh bien, à confronter les textes avec les textes antiques. Et justement, hein, de ce côté-là, toujours vérifier ses sources est un impératif. Voyez plutôt ce que ça donne sur le livre de Madame Castellani. Bon, il n'y a pas de choses compromettantes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on passe un certain temps, notamment dans les archives du Vatican, parce que ça aussi c'est possible, et qu'on confronte les textes, on n'est jamais déçu. Hein, on n'est jamais déçu. Donc, effectivement, la vérification est nécessaire, et je vais vous en donner un petit exemple à travers cela. Le nom de l'île. Le nom de l'île, effectivement, Kurnos, en grec, eh bien, est quelque chose de tout à fait intéressant. Parce que la grande idée est que ces phocéens qui sont venus, qui se sont installés ici, eh bien, se sont installés à Kurnos sous, disons, l'inspiration d'un oracle. Et ils ont colonisé la Corse. Ok. Ils en ont été chassés, ou tout au moins ont décidé de partir pour s'installer à Véléia, comme vous le savez. Mais c'est Apaestum qui rencontre un petit bonhomme, un devin, qui leur dit tout simplement, ben non, vous vous êtes trompés, les gars. Au lieu d'aller coloniser la Corse, eh bien, il fallait rendre hommage aux héros du même nom. C'est deux passages différents, hein, d'Hérodote. Il faut toujours chercher effectivement ce qui, disons, ce qui est un petit peu tangent. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement, Hérodote n'en dit pas plus à propos de ce héros. Donc le héros, ma foi, il faut croire qu'il était, qu'il était peu documenté chez Hérodote. On l'a trouvé chez un autre. Hein, et il semble que ce héros ait fondé une ville qui se trouve en Asie mineure. Autrement dit, nos lointains ancêtres, ma foi, auraient dû rester en Asie, manifestement, plutôt que de venir ici. Mais ceci dit, bon, ils ont laissé assez de choses intéressantes dans le coin, donc on ne va pas se lamenter. Donc, il y a une erreur, mais il n'empêche que, dorénavant, l'île, elle s'appelle Kurnos. Voici le fameux héros. Diodore de Sicile en parle, hein, effectivement, mais sans rapport avec la Corse, dont il écrit qu'elle est aussi appelée Corsica. Il évoque aussi la ville de Calaris. Est-ce que c'est Cagliari et est-ce qu'il confond? Ou alors, est-ce que c'est Aleria à la mode étrusque? Là aussi, on peut se poser beaucoup de questions. Hein, il évoque aussi la ville de Nicaïa, dit qu'elles ont été fondées par les Étrusques, ces deux villes. Tout est possible, effectivement. Hein, c'est une interrogation, là, sémantique à effectuer. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Hein. On est passé à Corsis, hein, c'est-à-dire à la Corse à proprement parler. Selon Denis le Périégète, au IIe siècle après, les indigènes nomment cette île comme cela, Corsis. Et en fait, c'est Eustache de Thessalonique, hein, qui commente au XIIe siècle cette œuvre et qui ajoute une scolie, hein, une note de bas de page, pour dire que l'île doit son nom à une femme qui s'appelle Corsé, dont le nom apparaît aussi sous la forme Corsica. Ça commence à brouiller les pistes, sérieusement. Mais ces pistes, eh bien, on va peut-être arriver à les compliquer encore. Regardez Pausanias. Kurnos, c'est la Corse, c'est Corsica. Ok, pas de problème. Mais Pausanias dit que les Grecs nomment la Corse Kurnos, alors que les Libyens qui l'habitent la nomment Corsica. Excusez-moi de brouiller les cartes à ce point-là, surtout à l'heure de la sieste. Mais effectivement, on peut se demander ce que veut dire Pausanias, s'il y a des Africains en Corse, ou s'il y a un écho de légende d'origine punique, parce que la Sardaigne, elle n'est pas loin, elle est à 10 km. Et là, la Sardaigne, elle est colonisée bien par les Carthaginois. À ce compte-là, effectivement, on peut raisonnablement se demander si, en fait, ces messieurs n'ont pas, en quelque sorte, contaminé les légendes de fondation de la Corse. Ce serait quelque chose de possible, même si ce qui est vrai en Sardaigne n'est pas forcément vrai ici. Il y a peut-être autre chose à distinguer. En tout cas,
Au point de vue de la nommée Corsa, eh bien, Salluste, au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous dit, c'est autrefois une femme ligure du nom de Corsa qui avait remarqué qu'un taureau s'absentait du rivage et transnatare allait à la nage, était habitué à aller à la nage, même par intervalle, et revenait avec un corps augmenté. Eh bien, elle s'en est aperçue, elle a désiré savoir, s'assurer, et a voulu surtout savoir où allait ce taureau et elle s'est rendue sur l'île. À son retour, elle a aperçu l'île d'une fertilité importante et elle l'a dit aux Ligures. Et à partir de là, ceux-ci y sont allés. Et voilà comment cette île a été appelée du nom de cette femme. Donc c'est la vachère, cette fois-ci, qui suit son taureau et qui va sur l'île. Alors, c'est un peu curieux, mais en même temps, Stéphane de Byzance, au 5e siècle avant notre ère, donne la même version, ainsi que Rutilius Nematianus, très clairement en 418. Et Rutilius Nematianus, il n'y croit pas à l'histoire raisonnablement, nous non plus, mais à l'histoire de la vachère. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à tirer de tout ça? On va récapituler un peu. Au 5e siècle avant notre ère, donc Kurnos, c'est le nom de l'île, comme celui d'un héros qui n'a aucun rapport avec elle. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le nom de Corsica est attesté. Et ensuite, les deux mentions coexistent. Des légendes relatives à cet onomastique se font jour, et on privilégie donc deux versions principales. Une sud-méditerranéenne, ce serait le général Corsus qui accompagne le fils d'Hercule qui s'appelle Sardus. Et l'autre aurait une origine plutôt continentale liée à une esclave bouvière. Difficile que le diable s'y retrouve. Sauf que, pour ceux qui sont allés à Marianne et qui ont vu la collection épigraphique, on retrouve cette origine continentale dans l'épigraphie insulaire à Marianne, la petite ville, la deuxième colonie. Et effectivement, dans ce dernier cas, il y a un confront avec l'épigraphie. Et donc, il ne s'agit plus réellement, à ce compte-là, d'une légende. Parce qu'on a à Mariana un bloc entier qui porte deux textes. Alors, vous avez un texte inférieur que vous distinguez à moitié, puisqu'il est mangé à proprement parler, et un texte sur lequel on voit qu'un nommé Marcus Numisius Donisius, probablement fécite, a fait. Mais surtout, vous avez un deuxième texte qui est sur le bandeau supérieur. Ici, on ne le voit pas bien, je vais vous l'agrandir. Le voici. Et vous lisez très clairement Mater Corsa. Notre vachère a laissé une trace dans l'épigraphie. Ça devient quelque chose de tout à fait intéressant. Cette idée concrète est par conséquent, ma foi, assez claire. Mais, en même temps, est-ce que c'est bien à elle que ça fait allusion ? Bon, c'est un autre problème. De plus, vous remarquerez, je reviens un peu en arrière, que les lettres qui sont dans la partie basse sont infiniment plus intéressantes, mieux gravées que celles qui sont dans la partie haute. Peut-être tout simplement parce que la partie haute, dans le baptistère de Mariana, où était inclus cette plaque, elle a servi de paillasson. Oui, c'était très commode dans l'Antiquité tardive. Vous repreniez une bonne inscription avec des lettres bien gravées, vous le mettiez devant la porte de la maison et vous essuyez vos pieds dessus parce que les aspérités permettent d'enlever la boue. Et je ne ris pas du tout. Vous avez des inscriptions qui sont comme cela lessivées, notamment aller faire le tour des églises romaines, vous verrez, c'est assez terrible. En tout cas, on voit ici très clairement Mater Corsa. Et s'il y avait besoin de vérifier, voyez plutôt. Corsa, elle est claire et nette, cette inscription, et elle est non seulement claire et nette, mais elle est réalisée avec des lettres qui sont impeccables. Et en l'occurrence, des O comme cela, des O bien ronds, des S qui ont des courbes équivalentes, c'est vraiment tout à fait intéressant. Seulement, Corsa est bien gravé, et Mater est parfaitement dégueulasse.
Eh oui, c'est quelque chose d'assez curieux, effectivement. Hein. On a un M qui est très mal fait, un A qui pourrait être classique, un S et un T qui se confondent. Vous allez rire, mais bon. Et quant au E et au R, eh bien, ils sont à peine ébauchés. L'artiste qui a réalisé le graveur qui a gravé Corsa est certainement comment dire, meilleur que celui qui a gravé Mater. Mais il s'est pour cela en plus passé autre chose avec manifestement un monsieur qui a fait un S et un T confondus et qui, ma foi, tout simplement ne savait pas lire ou alors a très mal, mais vraiment ce qui s'appelle très mal, interprété les lettres. Il y a 3 étapes quand on veut graver une inscription ou faire graver une inscription. La première, c'est celle où vous, le client, moi, vous, le premier venu, va dans l'officine et demande, eh bien, je voudrais faire tel texte, que vous me graviez tel texte. Oui, dites-moi simplement quel est le libellé. Vous dictez, quelqu'un écrit. Mais il n'écrit pas en capital, il écrit en cursive. Comme nous, lorsque nous écrivons sur une feuille de papier, on ne fait pas des capitales, on fait des cursives. Et ces cursives, un génie qui s'appelle Jean Mallon, qui a travaillé dans les années 50, eh bien, a déterminé qu'elles étaient à ce point parfois différentes des lettres capitales qu'elles ne permettaient pas d'être reconnues comme des capitales, et surtout que, ma foi, leur tracé était lui-même extrêmement difficile à maîtriser. Et donc, on pouvait les confondre. Donc, le gars qui a votre minute, eh bien, il le confie à quelqu'un qui va peindre le texte sur l'inscription. Et il va interpréter les cursives comme des capitales. Seulement quand les cursives, le S par exemple, suit un même ordonnancement que le T, c'est-à-dire, vous le notez, vous avez un trait vertical, un deuxième trait bas, un troisième trait supérieur, et vous avez avec le T exactement la même chose, il manque le troisième en bas, eh bien vous vous trouvez en face de 2 lettres qui sont identiques. Et donc, en l'occurrence, eh bien, il a commencé par mettre un T, ça veut dire qu'il ne savait pas lire ou qu'il interprétait mal. Il a commencé par mettre un T, le graveur a commencé à graver le T, parce que c'est la 3e étape, ça, le graveur. Et le patron de l'officine est arrivé, il a dit « mais qu'est-ce que tu déconnes ?» Et effectivement, il a dû recommencer. Mais du coup, eh bien, ils n'ont pas poussé la chose plus loin parce que le T était déjà tellement bien gravé que le S, lui, eh bien, introduisait quelque chose de catastrophique, en fait. Et donc, eh bien, on se retrouve ici avec une très belle inscription, mais où on a effectivement, dorénavant, la conviction que le personnage qui a travaillé, eh bien, était, comment dire, un homme tout à fait relatif. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Il n'empêche que Mater Corsa, dans ce cas-là, est bel et bien révélateur d'une pénétration dans le milieu épigraphique, d'une notion qui est purement mythologique. Donc, on va passer ensuite sur d'autres choses, parce que si je me mets à parler d'épigraphie de ce style-là et des erreurs, croyez-moi, il y en a un bon paquet dans le secteur. Alors, on va revenir évidemment à l'ensemble Corse-Sardaigne. On va surtout, comment dire, voir ce que je pourrais appeler de la légende à la réalité dans ce domaine, parce que il faut toujours faire attention aux théories. La légende de Corsa est corroborée. La légende de Kurnos, bon, il faudra revenir dessus. Mais les théories en elles-mêmes, sont parfois assez fluctuantes. Et il faut toujours garder le contact avec les sources et se garder de les interpréter à la légère. En l'occurrence, il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a une conférence qui a été organisée sur les Chardanes. Le public n'en est pas venu aux mains. Et pourtant, en Sardaigne, ça arrive périodiquement.
parce qu'il y a les pour et il y a les contre ces hommes qui seraient venus de l'Orient, ou bien alors qui seraient venus de Sardaigne pour aller envahir l'Égypte. Enfin, j'en passe des meilleurs. Sachez qu'il y a même des tendances à l'heure actuelle qui disent qu'ils sont partis de Sardaigne, qu'ils ont envahi l'Égypte, qu'ils se sont installés en Phénicie et qu'ils sont revenus. Et par conséquent, les Phéniciens de Sardaigne ne sont que des Chardanes évolués. Oui, ça laisse un peu rêveur qu'on en arrive là, mais bon, ma foi, je peux vous dire en tout cas qu'il y en a dont je fais partie qui sont parfaitement consternés. En tout cas, la recherche fondamentale, elle procède évidemment de l'observation des objets, de l'observation également, tiens d'ailleurs, du paysage. Et je n'ai pas peur de le dire que nous, vous les guides conférenciers, que nous devons présenter à nos touristes, il a connu des modifications anciennes, ce paysage, surtout en Corse. Et bon, les travaux de Kevin Pêche-Quilici et de Daniel Istria en matière, l'un de proto-histoire, l'autre d'époque médiévale, le démontrent allègrement, que le paysage a changé et que c'est un paysage qui a toujours effectivement changé. Le Cap Corse, au début du siècle, était planté d'oliviers, par exactement. Et les grandes terrasses qu'on a eu à affronter d'une certaine manière à San Paolo, sont vides dorénavant. San Paolo, c'est à Meria, j'en reparlerai. Et tenez, le voilà. Le site de San Paolo. Et donc, effectivement, l'homme a modifié le paysage et, en fait, on a laissé le paysage à nouveau se modifier en l'abandonnant à lui-même. Donc, dites-vous que dans l'Antiquité, le paysage corse est probablement très différent d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'Antiquité romaine en particulier, l'homme l'a probablement soumis à sa loi. L'intérêt était d'adapter le paysage à une production, de produits, c'est-à-dire d'orienter tout ce qui pouvait être, par exemple, l'agriculture vers une possibilité d'exportation. Rendre productif pour pouvoir vendre, pour pouvoir commercialiser, c'est là qu'était l'intérêt. J'ai exposé tous ces attendus dans un bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, je crois que c'était en 2013, et c'est un colloque qui s'est tenu à l'époque à Bastia. Si vous avez des insomnies, lisez la première partie. Mais la théorie y est, je peux vous le dire. Qu'est-ce qui a motivé cela ? C'est tout simplement l'installation de colonies, les colonies romaines d'Aleria, de Mariana, avec probablement, selon le statut romain, des vétérans et des terres attribuées et autour de ces colonies. Et d'ailleurs, au passage, le cas des Vanakini, Wanakini, est exemplaire. C'est la petite tribu, elle est quand même importante, qui occupe le Cap Corse, et probablement jusqu'à Bastia. Et cette petite tribu est bien connue par plusieurs vestiges, et notamment par un vestige ici qui n'est qu'une dédicace à l'empereur Claude. Vous le voyez, à l'empereur Claude César, à Tibère Claude César, Auguste germanique, pontife, souverain pontife, investi de la puissance tribunicienne, salué empereur, consul désigné. Et vous notez une chose un peu curieuse. Vous la voyez très bien, c'est que devant le mot Eunus, d'accord, au milieu de la quatrième ligne, vous avez un vide. Et ce monsieur Eunus, Tatifilius, qui est fils de Tatus, est sacerdos Caesaris. Il est prêtre du culte impérial. Claude n'avait jamais demandé à ce qu'on le vénère comme un dieu, mais ça a été le cas, en Bretagne en particulier, et on le voit effectivement ici. Un prêtre de César, c'est un prêtre du culte impérial, et quand on met Caesaris, ce n'est pas César, l'illustre que nous connaissons tous, mais c'est simplement le représentant du pouvoir. Cette inscription est une salutation de joyeux avènement, on peut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que
le représentant des Vanakini, qui a réalisé ça, eh bien, a laissé un petit espace devant son nom, probablement parce qu'il attendait le don de la citoyenneté romaine. Et on s'attendait presque à voir Tibère Claude devant Eunus, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dédicace viritime, homme à l'homme, réellement, destiné à faire de ce monsieur le titulaire de la Légion d'honneur, si vous me permettez de caricaturer. Il ne l'a jamais eu, manifestement, parce qu'effectivement, ce n'est pas marqué. Mais ne serait-ce que le support et l'idée qu'un notable fait une dédicace à l'empereur, déjà en 41 de notre ère, comme je l'ai marqué sous cette photo, eh bien, démontre qu'on a affaire réellement à des gens qui sont bien incorporés dans le moule romain, comme le démontre la table d'Herbalunga. Bon, je ne vous demande pas de la lire en entier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette table d'Herbalunga, qui était en bronze, eh bien, porte l'indication de ce qu'on appelle un rescrit. Manifestement, à la suite d'une divergence entre les colons de Mariana et les Vanakini, eh bien, le jugement, on a tranché le jugement à Rome, probablement, et en tranchant le jugement à Rome, eh bien, on a donné raison aux Vanakini. Et ce qui est intéressant, c'est à partir de la ligne où il y a marqué « Je confirme ». Je confirme la faveur que vous a attribuée Auguste Divinisé après son 7e consulat et que vous avez conservée jusqu'à l'époque de Galba. Galba, c'est l'empereur de 68, et ça veut dire que les Vanakini avaient un statut privilégié avant 68 et que Galba leur a retiré. Et par conséquent, eh bien, Vespasien non seulement leur rend, mais il fait droit à leur demande parce que le fond du problème, eh bien, ce sont les successives, c'est-à-dire ces petits arpents de terre qui se trouvent entre deux propriétés et dont on ne sait à qui ils appartiennent. Eh bien, en l'occurrence, les Vanakini avaient acheté les successives et ils ont donc reconnu, ils ont donc été effectivement, bien servis par Vespasien, qui a reconnu tout à fait leurs droits, alors que manifestement les habitants de Mariana voulaient s'arroger les successives. Bon. Cette démarche est tout à fait intéressante parce que le moule romain ici est bien clair. C'est l'empereur qui décide, avec un conseil évidemment qui est censé donner des attendus, mais surtout ce qui se passe, si vous voulez, c'est que cette décision est motivée dans un cadre beaucoup plus général. On remet à zéro tout ce que, en fait, Néron avait laissé filer. C'est-à-dire, on remet à zéro tous les cadastres impériaux. Et de ce côté-là, eh bien, il y a quelque chose qui, manifestement, le corrobore. On va voir ça. La table d'Herbalunga est un élément, mais en voici un autre. Un nommé Titus Flavius Pergamus, qui est affranchi impérial, procurateur de la province d'Asie, procurateur de la région syriatique, procurateur de la province de Gaule narbonnaise ainsi que de l'île de Corse. Procurateur, mais pas un procurateur-gouverneur. Non. Le procurateur-gouverneur, c'est celui qui est souligné, c'est Claudius Clemens. Et j'aurai l'occasion de reparler de lui. Mais ici, vous avez un procurateur qui est probablement affecté à une tâche particulière qui était la réfection des cadastres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit procurateur de la province de Gaule narbonnaise. À Orange, vous avez un monument extraordinaire sur une plaque, sinon plusieurs plaques de marbre. Vous avez le dessin de tous les lots qui ont été affectés à des soldats romains sous Auguste. Vous avez le dessin de tous les lots, vous avez le dessin des rivières, vous avez le dessin des routes, et vous avez surtout la position de la propriété, ainsi que, tout simplement, le nom de la personne qui en est titulaire. Et c'est affiché. Eh bien, ça fait beaucoup d'éléments d'un seul coup,
pour se dire qu'effectivement, eh bien, on a refait les cadastres en Corse, et que par conséquent, à commencer par la table d'Herbalunga, qui matérialise le fait qu'il y a eu des contestations, ce qui est toujours intéressant. Quand il y a des contestations, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Le fameux Flavius Pergamus, qui est effectivement procurateur aussi de l'île de Corse, et les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange, eh bien, tout cela ensemble, ça veut dire que la réfection des cadastres a probablement été à l'origine de cette revendication des Vanacchini auquel on a donné droit. Ah, un détail, Flavius Pergamus, il faut aller le chercher loin, parce que elle se trouve à Éphèse, en Asie, c'est-à-dire en Turquie actuelle. Et à ce propos-là, je peux vous dire que les guides turcs sont des gens charmants, qui font bien leur boulot, et qui laissent les guides accompagnateurs, se promener sur le site comme ils veulent. Ce qui m'a permis de récupérer cette inscription que je cherchais depuis longtemps. Et j'ai retrouvé mon groupe à la sortie. C'était absolument parfait. Donc là, vous avez effectivement un faisceau de possibilités qui fait allusion à des événements similaires dans une chronologie qui est très serrée. Et c'est pour ça que ça, c'est le fait de la recherche, arriver à savoir exactement quand se passent les événements, c'est intéressant. J'ai évoqué effectivement le fameux Claudius Clemens. Et à l'issue, comment dire, d'une période d'études à Rhodes, il y a quelques années, eh bien, je me suis fendu d'un petit voyage pour aller à Konos, où se trouve une inscription à monsieur Claudius Clemens. Vous voyez le bloc quadrangulaire au milieu de l'eau? Eh bien, c'est l'inscription dédicatoire de Claudius Clemens. Alors, inutile de dire qu'au mois de mars, je n'ai pas nagé jusque-là. Et le site s'est abaissé, il est chroniquement sous l'eau dorénavant. Et donc, je me suis contenté de regarder de près le texte tel qu'il a été publié. Konos, donc, qui se trouve à peu près en face de Rhodes, sur la côte turque également, est un site assez extraordinaire. Bon, je ne dis pas du mal d'Aléria, mais c'est 4 à 5 fois Aléria. C'est un truc énorme. Et vous noterez que vous avez des portiques, que vous avez des monuments assez importants, et qu'on a honoré Monsieur Tiberius Claudius Clemens. Le peuple des Coniens, Tiberius Claudius Clemens, de la tribu Collina, préfet des ouvriers, préfet de cohorte, préfet de légion, j'en passe, ça veut dire qu'il a eu une carrière militaire. Mais tout de suite après la carrière militaire, eh bien Claudius Clemens a eu un titre et une charge particulière, procurateur des Augustes de la province de Corse. Il n'y a pas plusieurs Augustes, c'est successif. C'est-à-dire qu'il a, comme vous l'avez vu, il était en charge sous Vespasien en 77. Vespasien, il va mourir en 79. Et si on mentionne les Augustes dans cette inscription, ça veut dire qu'il a été gouverneur également sous le règne de Titus. Sa charge de gouverneur a donc duré au moins 3 ans, et probablement plus. Et ensuite, eh bien, il a été procurateur idéologue en Égypte, ça veut dire responsable des propriétés impériales. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que ce monsieur, eh bien, il y a un sacré trou dans sa carrière. Parce que, bon, il fait des charges militaires, bon, ça va, jusqu'à préfet d'Aile, mais je vais vous dire un truc rapide, le procurateur des Augustes de la province de Corse, eh bien, il gagne 60 000 sesterces par an. Bon, pour un as, vous avez 1 kilo de pain, et 60 000 sesterces, 6 et 6, 12, 12 et 6, ça fait 18 000 kilos de pain, quand même, ce qui est pas mal, par an. Et en revanche, le procurateur idéologue, eh bien, c'est une charge ducénaire, c'est-à-dire c'est une charge à 200 000 sesterces. Une fois qu'on connaît ce système-là, eh bien, on a effectivement la sensation qu'il y a un trou. Pourquoi un trou? Eh bien, parce qu'il a fait probablement d'autres charges en cours de route. De Luxor en Égypte, eh bien, on voit que Claudius Clemens, j'ai entouré les termes qui nous intéressent en rouge, on s'aperçoit qu'en 86, eh bien, il est préfet de la flotte.
Il est préfet de la flotte d'Égypte, c'est-à-dire qu'il réprime la piraterie dans tout le secteur sud-est du bassin méditerranéen. Ce monsieur, par conséquent, eh bien, ma foi, a eu une charge supplémentaire entre les deux, et nous ne savons pas si, après encore, il a eu une charge encore. Voici la carrière. La carrière est militaire pour les 4 premières charges. Ensuite, il est procurateur de Corse, préfet de la flotte d'Alexandrie, procurateur idéologue. Et ça fait toujours pas le compte, parce que le préfet de la flotte d'Alexandrie, eh ben, il est sexagénaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est a priori aux appointements de 60 000 sesterces. Donc il va manquer encore autre chose. Et nous ne savons pas quoi. Un trou dans une carrière. Il manque aussi la carrière postérieure, parce que si ça se trouve, ce gars-là a été aussi, évidemment, par exemple, le préfet d'Égypte. Il a été préfet de l'Anon. L'Anon, c'est le service. Le préfet d'Égypte, c'est le gouverneur de l'Égypte. C'est toujours un équestre. Mais l'Anon, par exemple, c'est un service qui concourt à la nutrition de Rome. Or, Rome, retenez le chiffre, c'est une ville qui fait sous Néron 1 million d'habitants. Et probablement plus. La deuxième ville du bassin méditerranéen, c'est Alexandrie. Donc on a effectivement ici 2 villes, est-ouest, qui sont assez importantes. Donc il manque encore quelque chose, et ce complément de carrière, on peut peut-être le trouver, bon, je fais un plan sur la comète, chez un monsieur Tibère Claude Clémens, qui est affranchi et procurateur de l'empereur Domitien, César Auguste Germanique, à Éphèse. C'est douteux, mais il y a une correspondance chronologique, et surtout, quand on regarde les catalogues, parce que ça, c'est une recherche à faire aussi, les catalogues onomastiques, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une combinaison nom-prénom, nom-surnom, pardon, qui est rare, en l'occurrence 4 occurrences. Ça veut dire qu'on peut, en fait, réfléchir de très près sur l'idée que ce monsieur Claudius Clemens, eh bien, est probablement le même, et à ce moment-là, on aurait la charge intermédiaire. Je pars dans des azimuts, si vous voulez, qui sont que je résume à dessein, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple, mais c'est par là qu'on passe foncièrement quand on fait de la recherche archéologique, parce que ça permet aussi de voir et de caler des données archéologiques. Et on va même chercher à mettre en rapport cela avec d'autres personnes, par exemple un nommé Tibère Claude Phosphorus, qui a cessé de phosphorer à peu près à la même époque, parce que c'était un membre de la flotte, manifestement, qui est mort à Aléria. Inscription grecque, en grec. Et oui, avec une malédiction pour qui ouvrira le sépulcre. La pelleteuse qui est passée par là, elle est probablement tombée en panne peu de temps après. Un nommé Claudius Pyrrhicus était commandant de la flotte aussi, c'était un grec, lors des événements de 69. Il a été purement et simplement trucidé par ceux qui voulaient que la Corse rentre dans le parti de Vitellius. Tout ça est intéressant, ça fait beaucoup du Tiberi Claudi, et ça veut aussi dire qu'ils sont peut-être du même secteur d'origine, d'Asie, tous autant qu'ils sont. Mais là, c'est difficile à dire. Alors, ce procurateur prend du temps, désolé, mais je vais vous donner quand même des raisons de rester. Est-ce que vous voyez cela ? Pour le commun des mortels, il est évident que ça devient très difficile à lire. Et, en fait, c'est pas si difficile que ça quand on sépare les séquences à proprement parler et qu'on arrive à les rechercher, en particulier sur des moteurs de recherche qui y sont dédiés. Je pense en particulier à la banque de données de Manfred Klaus et Ol Slaby, qui sont sur Internet, donc est relativement facile à trouver. Et ici, vous avez un nommé Kilnius, qui est procurateur de Naples et de la nouvelle, ça va ma langue à fourcher, de la Néaspolis et du mausolée d'Alexandrie. Mais ce qui vous intéresse, eh bien, c'est que ça vient de Méria. Eh ouais. Cette inscription est dans une collection privée en ce moment qui est dans le secteur et il a un nom extrêmement révélateur puisque Kilnius, eh bien, c'est du latin, mais c'est un nom étrusque.
C'est un nom étrusque, et c'est en particulier le nom disputé de la mère d'un nommé Mécène, qui était un conseiller d'Auguste, qui était né à Arezzo, ou en tout cas le nom d'une grande famille de Arezzo, à l'époque étrusque. Autant dit que vous avez probablement un Étrusque qui s'est baladé dans le secteur et qui a rendu un hommage, on ne sait pas à qui, ni à quoi, mais alors, eh bien, qu'il a occupé une charge importante, celle de procurateur de Néapolis et du mausolée d'Alexandrie. Ceci à Alexandrie. Les Étrusques, vous le savez, ont colonisé la Corse, mais ce serait beaucoup dire toute la Corse. Il faudrait trouver d'autres endroits. Et sachez que si il y a énormément de traces à Aléria, il y en a peu ailleurs. Il y en a quelques-unes sur le continent, mais parfois, la surprise, c'est que ce sont des Corses. Vous lisez, enfin vous lisez pas l'Étrusque, mais vous voyez Carsiché, ici, c'est sur un fond de coupe à Populonia, et ça veut dire qu'il y a effectivement quelqu'un de Corse qui est passé par là. Et ça, c'est tout à fait amusant et intéressant. Alors, en conclusion, on pourrait dire que d'Occident... Non, ce n'est pas la conclusion définitive. Vous ne respirerez pas si facilement. D'Occident ou d'Orient, des hommes de confiance sont passés par la Corse. Ce n'est pas par hasard si on a trouvé Claudius Clemens, qui est un gouverneur dans des circonstances très particulières, ou le nommé Kilnius, qui lui aussi a eu une charge très importante à Alexandrie. Le lien, en revanche, que ce dernier a avec San Paolo est quelque chose de tout à fait différent. Ça, c'est... avant d'arriver à faire parler la pierre, on peut s'accrocher. Alors, on va passer à autre chose, en particulier, je ne parle pas de valorisation, évidemment, du grand patrimoine, parce que, bon, en ce qui concerne les travaux d'Aléria, par exemple, vous avez des expositions qui y sont présentées, et suffisamment d'objets pour vous rendre compte que c'était un centre de première importance. Mariana, de même, possède dorénavant un musée de sites tout à fait intéressant. Mais en fait, vous allez vous demander comment Jean-Claude Golvin a réussi à remonter ça. Eh bien, c'est grâce aux travaux qu'il a pu mener sur place et aux publications qui ont été réalisées à l'époque par l'Angéas. Puisque Jean-Claude Golvin est venu à Aléria et à mesurer l'amphithéâtre. Golvin, c'est l'homme de l'amphithéâtre, à proprement parler. Sa thèse porte là-dessus. Il a fait tous les amphithéâtres du monde romain. Et il s'y est baladé. Et comme architecte, il était bien placé pour savoir à peu près quelles étaient les implications de la construction des amphithéâtres. Et c'est pour cela aussi, accessoirement, que Golvin, lorsqu'il réalise en matière de valorisation ses aquarelles, eh bien, il ne les fait pas par hasard, au contraire. Il y a un certain nombre de choses qui sont trait à l'imagination, à proprement parler, qui viennent de son imagination, mais qu'il restitue, disons, d'une manière assez précise, en particulier en ce qui concerne, par exemple, les toits de tuiles et autres. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il mesure systématiquement, par exemple, les murs, de manière à savoir s'il y a des étages ou non. Il étudie la densité également des matériaux utilisés, de manière à savoir s'ils présentaient telle ou telle résistance et si le toit pouvait nécessairement être de tuiles ou d'autres matériaux. Ou alors s'il s'agissait de terrasses. La manière de procéder de Jean-Claude Golvin est quelque chose de tout à fait intéressant. Je serais tenté de m'intéresser aussi au petit patrimoine, évidemment. Bon, les églises romanes, si on peut dire, c'est pas tout à fait de mon ressort. Stéphane Orsini s'en occupe bien avec la FAGEC. Et je vais essayer de vous bassiner, si je puis dire, avec un très petit patrimoine. Le petit patrimoine qu'on trouve dans les réserves des musées et qui passe parfois pour des témoignages absolument infimes, mais dont l'étude peut avoir de grandes répercussions. Les tuiles et les briques. Après, je ne sais pas si vous allez me les tirer sur la tête, mais bon, on ne sait jamais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai placé ça ? Ça se comprend bien. Eh bien, c'est parce que tout simplement, les tuiles et les briques, ça voyage. Et ça voyage comme lest de navire. Et voilà pourquoi on en a ici un bon nombre qui sont tout à fait intéressants. Et en particulier, eh bien, ces nombres, ces tuiles, sont marquées. Et elles sont très bien marquées avec, par exemple, des Figlinis Vicanis, c'est depuis de l'atelier des Vicani,
et la tuile est marquée de Marcus Statius Antiochus, qui était un fabricant de tuiles de l'époque de Néron, hein, tout simplement. Et non seulement vous en trouvez à Aléria, celle que vous voyez, mais également dans la petite ville qui s'appelle, dans la petite maison qui s'appelle Piantarella, à côté de Bonifacio. Les tuiles et les briques viennent ici par l'effet de la navigation. Effectivement, il s'agit d'un lest que l'on met dans les navires et dont on se débarrasse sur place. De manière à faire en sorte qu'on puisse recharger autre chose. Et mon problème à l'heure actuelle, ce serait plutôt de savoir, ou d'essayer de savoir, qu'est-ce que la Corse pourrait fournir pour pouvoir, eh bien, ma foi, provoquer l'arrivée de tant de tuiles ou de briques. Parce qu'on a parlé, par exemple, du bois, le bois corse, mais le bois, ça flotte. Donc, a priori, on ne le transporte pas sur les navires. On peut parler d'autres éléments qui sont, par exemple, des éléments comme le marbre, entre guillemets, de Corté. On peut parler d'autres éléments comme des amphores, par exemple, qui seraient chargés de garum. Le garum qu'on devait fabriquer, vous vous souvenez certainement qu'à côté d'Aléria se trouve l'étang de Diane, où encore à l'heure actuelle, on fait croître des huîtres. C'était déjà le cas dans l'Antiquité. Vous avez même une île qui est composée entièrement avec des huîtres, et si nous en mangeons chacun une douzaine par jour, oui c'est ça, nous devrions être là, grosso modo, encore dans 10 ans. Cette île est composée uniquement, à proprement parler, de coquilles d'huîtres superposées. Mais comme dans l'Antiquité, on trimballe les huîtres sans la coquille et on en fait surtout du garum, il est possible de penser qu'on ait ici un atelier de garum. Il ne reste plus qu'à trouver à proprement parler, les fabriques, c'est-à-dire de grandes cuves dans lesquelles on faisait pourrir l'huître avec du poisson, avec quelques aromates. À mon avis, ça ne devait pas être d'une odeur extraordinaire, mais c'est quelque chose, ma foi, qui est bien connu dans l'Antiquité. Et notamment, Pline l'Ancien vante le garum d'huître. Pas celui de la Corse, mais il vante le garum d'huître. Alors, bon, je vous ai montré ici 2 tuiles. Voici une brique qui est d'un nommé Favor, qui est esclave de Cnaeus Domitius. C'est une fabrique romaine, ça. Mais il y a probablement des fabriques qui sont locales. Et celle-ci est tout à fait intéressante parce que vous voyez en inversion dans la partie supérieure un timbre qui est bien noté de la Res Publica, Rei Publicae Alerinorum Liberae, c'est-à-dire en fait émis par la Res Publica ou pour la Res Publica. En l'occurrence, c'est pour la Res Publica, par un nommé Papirius, qui était esclave d'un Romanus, avec un chrisme au milieu, une des rares attestations d'une fabrique de briques qui pourrait coller avec l'époque chrétienne. Et évidemment, quand je parle de la République d'Aléria, Res Publica, ça veut dire tout simplement la municipalité, ne cherchez pas très loin. Et il faudra d'autres déterminations pour réellement corroborer cette idée-là. On est à Aléria ici. À Mariana, vous avez un nommé Cotus, qui est un esclave de Lucius Pison. Et in Corsica, là c'est transparent, la fabrique, elle est à Marianne. C'est tout à fait intéressant. Vous le verrez, je pense, au musée de Mariana. Sachez que dans le temps, il n'y en avait qu'une, mais on en a trouvé 3 autres. Et puis, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes aussi, et qui viennent d'Ajaccio. Là, c'est Daniel Istria qui a publié ça. C'était des couvertures de temples. Mais regardez qu'est-ce qui a marqué sur cette couverture. Le SRA, avec une poupe de navire, avec le gouvernail. Ça ne s'invente pas. Ce sont vraiment on peut dire, des matelots qui ont dû créer cette tuile, en quelque sorte, pour en faire du lest. Et du coup, ils en ont profité, ma foi, pour réaliser un petit dessin. Et quelqu'un d'autre est passé par derrière et a effectivement écrit SRA, qu'on pourrait traduire par Societatis, de la société.
et manifestement 2 mots derrière que je n'ai pas su interpréter, faute de confront. En revanche, en tout cas, nous savons qu'il y avait un commerce maritime important ici. En revanche, la suivante, eh bien, elle est vraiment intéressante parce que vous avez diverses étapes qui ont été bien notées sur une tuile qui vraisemblablement a été réalisée sur le continent, a servi de lest, est arrivée ici. Prenez le petit 1, par exemple. C'est ce que j'ai appelé le contrôle qualité. C'est le trait qu'on fait sur la tuile pour bien montrer qu'elle a été réalisée correctement. Et ensuite, eh bien, vous avez le chiffre. Regardez le petit 2. 2C et un R. C'est-à-dire 2C, c'est 200 tuiles qui ont été inventoriées. Très bien, donc tout va bien. Et on a cependant un autre contrôle qui s'est fait. Et c'est le conducteur, c'est-à-dire le chef d'atelier, qui est venu là et qui a regardé attentivement. C'est le petit 3, recensitum idem quemensum a conductore, c'est-à-dire qu'il a été recensé et validé par le conducteur, le chef d'atelier, le petit 3. Et finalement, le 4, et c'est celui qui est tout à fait en haut, eh bien là c'est la vente. Mercator, c'est le marchand, et c'est lui, par conséquent, eh bien, qui marque tout à fait en haut. D'accord, il y en a bien 200, tout le monde est content. Il y avait certainement de la tricherie sur le nombre, voilà pourquoi il y a quelqu'un qui s'est fendu de 3 contrôles successifs. Mais l'idée, c'est qu'on a retrouvé des traces de ces contrôles, et des traces de truanderie. C'est en Espagne, on a une tuile identique sur laquelle, de mémoire, eh bien, on trouve 200 tuiles. Ok, c'est mon petit 2. Et juste dessous, le conducteur a marqué « J'en ai vu 198 ». Ah, l'esclave, il marque en dessous « Il y en a 200 ». Le conducteur, il marque ensuite en dessous « J'en trouve toujours 198 ». Et finalement, l'esclave dit « Bon, il y en a 200, j'en ai fait 2 de plus ». C'est assez rigolo, mais effectivement, l'épigraphie ruisselle de ce genre de petites choses qui sont tout à fait amusantes. Alors, il y a d'autres choses amusantes dans ce domaine des inscriptions. Par exemple, à Aller, vous avez ici des marques qui ont été réalisées, vous le voyez, avec un petit caducée sur le côté droit, ou bien alors avec une coquille qui a été fendue en 2. Et puis, vous avez ça, à Alleria. Alors, ça peut paraître comme mystérieux. Il y en a qui y voient des signes cabalistiques disant qu'il s'agit d'une triple enceinte. Et voilà dedans, même, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur un article où on disait que c'était le fait des Templiers. Tout arrive. Mais le fait est que c'est un jeu, c'est ce qu'on appelle une marelle ou une mérelle, et un jeu qui consiste un peu comme le morpion à aligner des pions de manière à faire des lignes complètes. Voilà, celle-ci, elle vient de Narbonne. Elle vient de Narbonne. Et les règles du jeu sont bien connues dans l'Antiquité. Eh bien ça vient d'Aléria, celle-ci. Elle est à Aléria. J'espère qu'on la retrouvera dans une vitrine un jour. Enfin, pour regarder des choses qui ne sont pas publiées encore, vous noterez côté gauche eh bien, que vous avez la reproduction de ce que vous avez côté droit, c'est-à-dire Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. C'est un jeu parce que dans le sens où tout se lit dans tous les sens, effectivement, et c'est ce qu'on appelle le carré magique, ce que Carcopino en particulier avait appelé le carré magique. Ça se trouve, disons, dans la couverture d'un ouvrage. C'est l'ouvrage qui est celui du PCR d'Aléria, mais avec curiosité, je l'ai cherché dedans, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça va peut-être ressortir un de ces jours, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il reste encore beaucoup de choses à découvrir, et que ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait intéressant.
Alors, j'aurais encore, scientifiquement parlant, disons que je suis pas arrivé au bout de mon souffle quand même, mais je serais tenté de dire que le métier de guide conférencier, eh bien, c'est un peu comme le métier d'enseignant. C'est-à-dire qu'il faut passer par une recherche personnelle, il faut passer, pas peut-être aussi poussé que ça, hein, il y a des ouvrages qui sont plus légers, mais il faut toujours vérifier les sources, quoi qu'il en soit. Mais n'oubliez jamais, cher guide conférencier, que nous sommes la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que les agences s'organisent, c'est-à-dire que les transports ont souvent, d'autres buts que les nôtres, que les visites doivent être gérées, et que nous sommes directement au contact avec la clientèle touristique, qui, elle, peut être très mécontente ou très contente, ça dépend. Il y a des effets comme cela différents. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grosse différence entre le tourisme de masse et le tourisme culturel. Vous avez deux types de clientèle auxquels il faut réellement se référer. Le tourisme de masse, je ne sais plus qui disait dans le temps que le tourisme de masse consiste à emmener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Le tourisme culturel, je ne le répète à personne, et surtout pas un examen. Le tourisme culturel est différent et c'est là qu'il faut atteindre ce niveau. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut effectivement faire en sorte au maximum de constater que même si le client a toujours raison, nous avons un devoir d'infaillibilité. C'est pas parce que mon prénom est François que je me prends pour celui qui est au Vatican et qui lui est infaillible, mais je pense qu'effectivement dans ce domaine il faut qu'on soit le plus près possible de la vérité et le plus près possible, surtout de l'état ultime de la recherche. Quand on ignore quelque chose, il vaut mieux le dire dans tous les cas et promettre qu'on aura une réponse rapide. C'est la même chose qu'avec ce que je vous ai présenté avec mes parenthèses. Vous vous souvenez, dans certaines inscriptions, je ne sais pas, mais il faut avoir l'humilité de le dire. Mais soyez tranquille, vers 60 ans, ça disparaît d'une certaine manière. En tout cas, on est comme scientifique, comme guide conférencier aussi, obligé de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, de la divulgation, de la valorisation. Dites ça comme vous voulez. Mais c'est mettre à portée du plus grand nombre, effectivement, des connaissances, et des connaissances qui ne doivent pas jamais être séparées de la recherche à proprement parler. Quand on dit que le diable se cache dans les détails, et ça, c'est absolument vrai. Parce que si vous n'êtes pas, et ça c'est bon pour tous ceux qui cherchent, qui ont de la curiosité, si vous n'êtes pas attentif aux détails, vous vous exposez à ne pas être cru sur l'essentiel. Et c'est bien ça qui serait dommage, alors que la Corse mérite certainement une excellente valorisation. Et j'espère avoir apporté ma petite pierre. Merci de votre attention. Giovanotti in circa di storia, a volti patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare.